C'est parti. Bonsoir à tous. Je m'appelle Soraya, je suis responsable de la communication pour l'application VIC BPCO qui aide les patients au quotidien à mieux comprendre et mieux vivre avec la maladie en répondant aux questions. Et aujourd'hui, pour cette journée contre le tabac, nous avons eu envie de vous donner quelques pistes, des pistes à explorer pour réussir à se libérer du tabac en toute sérénité. Parce qu'aujourd'hui, je pense, on le sait très bien, se libérer du tabac, ce n'est pas juste une question de volonté ou de faire des efforts. On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile que ça et que parfois, juste cette idée d'arrêter de fumer, ça peut générer du stress. Peut-être que les patients se posent la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être difficile? Par où commencer? Et voilà, justement, aujourd'hui, ce webinaire, il est là pour répondre à ces questions. Et pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Giacomo Di Falco, psychologue au service de pneumologie du CHU de Lille. Giacomo, je te laisse te présenter. Oui, alors je m'appelle Giacomo De Falco, comme m'a présenté Soraya. Merci Soraya. Et je travaille au CHU de Lille depuis presque 20 ans en service de maladies chroniques, de pneumo-oncologie. Très brièvement, parce que c'est pas si intéressant que ça, mais j'ai été formé à des techniques qui ont vraiment changé ma façon de faire, ma façon d'être aussi avec les gens et puis avec le monde en général. C'est notamment l'hypnose qui m'a permis de pouvoir peut-être mieux accompagner les gens sur ce chemin-là. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Oui, et Giacomo, on aura la chance, tu vas nous partager plein de conseils et aussi une séance justement d'hypnose pour réussir à vaincre les moments d'envie. Et à tes côtés, on a aussi la chance d'avoir Patrice Canu, patient BPCO, et puis surtout qui a réussi à se libérer du tabac depuis 2007, le soir du Nouvel An d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et Patrice, le témoignage très très fort qu'on va voir tout de suite. Pareil, si tu veux, je te laisse te présenter. Merci Soraya, et bonsoir Giacomo, et bonsoir à toutes et à tous. Alors en fait, oui, j'ai la chance de m'être libéré du tabac. C'est une chance que je souhaite au plus grand nombre et je vais essayer de raconter mon parcours qui ne concerne que moi, puisqu'on a tous un rapport par rapport au tabac qui est personnel. Donc, j'ai pas de leçon à donner, mais j'ai une histoire à raconter et j'espère qu'elle permettra au plus grand nombre d'entre vous peut-être de s'en inspirer, surtout de se l'approprier et de l'appliquer à sa propre personnalité. Et puis, je vous souhaite vraiment de vivre sans tabac parce que c'est véritablement une liberté retrouvée. Merci beaucoup, Patrice. Et si vous voulez, moi, j'aimerais bien commencer ce webinaire juste en partageant une citation d'un patient aussi BPCO anonyme qui, je pense, peut-être pourra parler à beaucoup de monde. J'ai arrêté de fumer 10 fois et la 10e a été la bonne. Il ne faut pas croire qu'on ne veut pas arrêter. On se sent faible, mais on a besoin d'accompagnement et non pas de jugement. Moi, j'ai trouvé que c'était un témoignage assez fort qui, en tout cas, personnellement, m'a beaucoup touchée. Et je sens vraiment une souffrance en fait dans ce témoignage. Et d'ailleurs, ça m'intéresse, vous qui nous regardez, combien d'entre vous ont déjà essayé d'arrêter comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile? N'hésitez pas à partager votre expérience ici dans le chat. Giacomo, moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ce témoignage. On sent qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour du tabac et en fait, ça ajoute de la souffrance à la souffrance. Est-ce que quel message tu voudrais partager en fait déjà aux patients, même peut-être aux personnes qui sont fumeurs, peut-être pas forcément patients, mais qui ont aussi envie de se libérer de ça? Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Oui, c'est-à-dire que les gens qui se sentent stigmatisés doivent bien garder à l'esprit que, en fait, il s'agit là d'une maladie et que c'est quelque chose de difficile d'en sortir, d'en guérir. On voit dans le témoignage que tu as donné là que la personne a arrêté au bout de la 10e fois et on peut considérer que c'est une victoire parce qu'elle a fini par arrêter. Donc, et effectivement, il y a quelque chose de stressant et de culpabilisant dans la stigmatisation qui peut ajouter de la souffrance à la souffrance, comme tu dis là, et qui peut faire l'inverse de ce que ça devrait faire pour nous aider à arrêter.
exactement. Et Patrice, alors, pareil, j'ai envie de te demander de ton côté comment ça s'est passé. Est-ce que ce témoignage en tant que patient et en tant qu'ancien fumeur, il te parle? Est-ce que tu es déjà passé par là? Et aussi, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Alors, je sais que ce n'était pas 10 fois, mais combien de temps est-ce que tu as pris pour arrêter de fumer? Comment ça s'est passé? Et quel a été le rôle de l'entourage? Parce que je pense qu'indirectement, le patient qui a partagé ce témoignage parlait aussi de l'entourage en parlant du jugement un petit peu, en fait. Oui. Alors, ce que je vais dire à tous les fumeurs, c'est que pour moi, on n'échoue pas 10 fois. On réussit 9 fois à recommencer. Ce qui est vraiment très différent. C'est-à-dire que 9 fois, on croit en soi, en fait. Au lieu de dire j'ai échoué, on dit je vais recommencer. Et le focus est très différent. Je pense pas que ce soit un échec, moi, de tenter 10 fois. Je pense que c'est une réussite de recommencer 9 fois sur quelque chose qui aurait pu nous arrêter tout de suite. Qui recommence 9 fois quelque chose qu'il a échoué? Pas grand monde. Donc bravo les fumeurs d'essayer plusieurs fois. Ça, c'est le premier message que je veux donner. Je trouve que c'est 9 réussites en plus et pas 9 échecs. Et si 9, ça suffit pas, il faut être prêt à faire 15 réussites, 20 réussites, 30 réussites. C'est ça la réalité. Moi, si j'ai un message positif à donner ce soir, c'est bravo les gens qui ont échoué, qui ont recommencé. Parce que ce que je retiens, c'est que vous avez recommencé. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose sur laquelle je veux insister, c'est le fait, parce qu'en fait, ce qui est très beau dans l'abnégation, c'est de recommencer. Parce que réussir, c'est facile, en fait. Une fois qu'on a réussi, il n'y a plus qu'à tenir. Moi, ce qui m'a permis de me libérer, j'insiste sur ce mot-là, de me libérer de la cigarette, qui est toujours mon ennemi, j'ai arrêté en 2007. Nous sommes en 2022. Ça fait 15 ans, je pourrais presque compter 15 ans, 5 mois et 30 jours que j'ai arrêté de fumer. Mais ça reste mon ennemi. C'est-à-dire que, loin de moi l'idée de penser que j'ai gagné. Je gagnerai jamais. Je gagnerai si à mon dernier souffle, j'en ai toujours jamais allumé une seule. Et là, je dirais, j'ai gagné. Donc, premier point, moi, j'encourage les gens à recommencer. Et pas à dire j'ai échoué, mais à dire, waouh, je suis fort, je recommence. Ça, c'est le premier prisme. Et le second prisme, on a tous nos histoires, on a tous nos motivations. Moi, j'ai essayé des tas de façons de m'arrêter. Et puis un jour, j'ai trouvé la bonne formule. Mais c'est la mienne. Voilà, elle était très curieuse, ma façon de m'arrêter. Voilà, donc je sais pas s'il faut que j'en parle maintenant, mais c'est une façon très curieuse. Voilà. C'est intéressant quand même. Ouais, on en parlera, je pense. Le paradoxe, c'est qu'à la fois, je mettais des patchs, donc de la nicotine, j'en avais besoin, j'étais un gros fumeur. Je fumais à minima 2 paquets de cigarettes par jour. Hein. Donc dans l'absolu, j'ai juste eu une petite BPCO, j'ai eu beaucoup de chance. Là, pareil, on n'est pas égaux face à la maladie. Il y a des stats, mais parce que le médical est obligé de raisonner en stats, et après, il y a les individus. Et derrière chaque pathologie, derrière chaque parcours, derrière chaque difficulté, il y a un individu, et c'est son histoire. Donc moi, je ne peux parler que de mon histoire. Donc, j'étais un gros fumeur, donc j'avais besoin psychologiquement de me patcher. Quand j'ai réussi, hein, quand j'ai arrêté de réussir, en fait, quand mon parcours a terminé. En fait, je me patchais et parallèlement à ça, je prenais un traitement homéopathique anti-nicotine. Donc, c'est un paradoxe de mettre un patch avec la nicotine et de prendre des cachets pour me sortir de la nicotine. C'est un paradoxe. Mais c'est cette dualité qui, psychologiquement, m'a aidé à tenir. Et après, dès qu'on tient quelques jours, puis quelques petites semaines, après, il y avait vraiment dans la balance le rapport plaisir. La première, elle va pas être bonne, elle va durer 3 minutes. Et pour ces 3 minutes ou 4 minutes ou 5 minutes, je vais gâcher. Au début, c'était 2 jours de résilience, puis 5 jours de résistance, et puis 3 semaines de satisfaction personnelle. Donc après, l'enjeu, au fur et à mesure, le rapport plaisir, fierté à perdre, pencher de plus en plus dans la balance. Et j'ai tenu comme ça. Mais le paradoxe, c'est que j'ai tenu avec à la fois de la nicotine et à la fois de l'homéopathie pour pas la nicotine. Pour ça que je dis que c'est très paradoxal comme façon de faire. Mais c'est assez beau comme message, je trouve. Surtout, là, je vois dans le chat Jean-Claude Blanchard qui dit qu'il a essayé d'arrêter 20 fois et dernièrement 6 mois sans tabac et là qu'il vient de replonger. Mais ce qu'il faut dire à Jean-Claude, c'est que d'abord, il a réussi 19 fois à reprendre. Il lui souhaitait de reprendre une 20e fois et puis une 21e fois. Et puis une 100e fois, je crois qu'il y a un proverbe de Confucius qui dit
la goutte d'eau qui tombe inexorablement, c'est notre volonté, la goutte d'eau, qui tombe inexorablement, brise de la roche la plus dure. La roche la plus dure, c'est la cigarette et tout ce qui est à l'intérieur et qui nous rend malades. Et la goutte d'eau, c'est ce qu'on a nous au fond de nous. Et même si on est faible, même si on échoue, même si on rate souvent, à un moment, cette goutte d'eau qui tombe inexorablement, elle va arriver à briser cette difficulté. C'est une question d'envie. Je dis même pas de volonté ou de courage, parce qu'il y a une notion de jugement. Tu le fais pas, alors t'as pas de courage ou t'as pas de volonté. Ça n'a rien à voir. C'est une question de 100 fois, tu remettras l'ouvrage 100 fois. Voilà. Je pense que c'est vraiment une question de ça, de cet ordre-là. Merci beaucoup. Et du coup, on reviendra vraiment sur un peu les détails de Patrice. On n'a pas terminé de comment vous avez arrêté. Enfin voilà, on va en venir tout de suite. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, je pense que c'est important de le dire quand même, c'est que pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, qui ont envie d'arrêter, en fait, peu importe le stade où la quantité de tabac qui a été consommée, au bout de quelques jours, il y a la respiration qui devient plus facile. Et on dit même que 10 ans après, l'espérance de vie redevient identique à celle d'un non-fumeur. Donc en fait, effectivement, Patrice, vous avez raison, il n'est jamais trop tard en fait, pour arrêter. Et donc ça, c'est juste quand même le rappeler, c'est important. D'ailleurs, n'hésitez pas à discuter avec Vic BPCO qui donne pas mal de contenu aussi pour aider à arrêter de fumer. Giacomo, justement, on parlait de cette question de volonté. On dit souvent, il faut avoir la volonté. Mais en fait, est-ce que il y a quand même pas mal de personnes, je pense, qui nous regardent là et qui ont la volonté et qui ont du mal. Est-ce qu'il y a une méthode? Patrice disait qu'il a trouvé la sienne à lui. Est-ce qu'il y a une méthode qui fonctionne? Je pense que tu recommandais un livre aussi, un ouvrage assez connu que tu recommandes. Ou est-ce que chacun doit trouver sa propre méthode? Et si on doit trouver sa propre méthode, comment on fait pour trouver la méthode qui va nous convenir? Oui, Patrice en parle très 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 bien quand il dit qu'il avait sa méthode à lui, que c'était assez paradoxal. On voit bien qu'il était dans une espèce de lutte intestine mentale, dans une espèce d'articulation de ses croyances, de ses pensées, sans doute une façon de se reconditionner aussi, parce que je trouve que Patrice, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu l'as évoqué, c'est bien plus une question de prise de conscience que de volonté en réalité. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de comprendre qu'on est plus libre. Et il me semble qu'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire, c'est de s'offrir la liberté quand même, surtout quand on se l'est ôté soi-même. Même avec le concours, évidemment, des cigarettiers. Mais quand même, il y a quelque chose, et je crois, comme dit Patrice, qui avait sa petite méthode à lui, je crois que chacun doit avoir sa propre méthode, mais en comprenant que c'est pas la peine de se culpabiliser avec des histoires de manque de volonté ou de choses comme ça, parce qu'en fait, c'est bien plus une question de prise de conscience que de volonté. On voit bien que Patrice, il a compris quelque chose. Et c'est ce qui lui a permis finalement de lâcher tout ça et de foutre ses cigarettes à la poubelle, j'allais dire une bonne fois pour toutes. Même si tu dis que tu es encore en lutte, je vois bien que dans ton articulation de pensée, il y a quand même quelque chose qui laisse la cigarette vraiment très loin de ta vie. Donc il me semble que oui, à partir du moment où on comprend que c'est se rendre libre que d'arrêter, l'exemple type, c'est voilà, dimanche, tout est fermé, il n'y a plus de cigarettes. Bon, est-ce qu'on va passer sa journée à essayer de trouver une solution pour trouver un paquet de cigarettes? Ou alors, est-ce qu'on va simplement vivre? C'est un exemple tout bête, mais je pense que c'est vraiment l'exemple symbolique du fumeur. C'est ce manque de liberté-là, c'est bien celui qui est à l'origine du syndrome du tabac fermé, quoi, le dimanche. Donc, il n'y a plus ce genre de problème une fois qu'on s'est... Oui, mais Giacomo, un gros fumeur, il n'y a jamais de tabac fermé. Parce que... oui, mais ils sont trop loin. Samedi soir, tu vas acheter une cartouche. Donc, non, je t'assure, quand je fume 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour, ce qui était mon cas, tu as toujours un stock phénoménal d'avance. Voilà. Par contre, je suis assez d'accord sur le fait que d'abord jamais culpabiliser les retentatives, et ensuite vraiment il faut que chaque individu arrive à s'approprier
sa propre route. Et moi, la seule chose que je peux faire, c'est témoigner. J'ai aucune autorité pour donner des conseils aux gens. Par contre, ce que je peux vraiment témoigner, c'est que oui, lorsqu'on tient quelques jours sans tabac, oui, on redécouvre vraiment des sensations incroyables. Le bruit, le goût d'une fraise, le goût d'une banane, le goût d'un café. Enfin, il y a des tas de choses qui deviennent très différentes. Et oui, j'ai rendez-vous demain, 1er juin, chez mon pneumologue pour ma visite biannuelle en tant que BPCO. Mais il y a 6 mois, mon pneumologue m'a dit, tu sais, Pat, tu vas mourir. J'ai dit, c'est une bonne nouvelle, on va tous mourir. Mais il m'a dit, tu vas pas mourir de la BPCO, tu vas pas mourir de la maladie respiratoire. Comme tu as arrêté de fumer, tu vas probablement mourir, mais ça va nous arriver à tous, ça sera d'une pathologie différente. Pour moi, c'est une immense victoire. Non pas de savoir que je vais mourir, mais de savoir que c'est pas la cigarette qui va me tuer, de savoir que je suis arrivé à stabiliser, et de savoir que même si j'en ai encore quelques traces dans mes poumons, dans mon emphysème, ce n'est que quelques traces. Et le plus bel exemple qu'on m'ait donné, et je dis ça aux BPCO qui m'écoutent, c'est quand le pneumologue m'a dit, tu considères que tu as un stade de rugby et que tu as une partie du stade qui est brûlée, mais l'autre, le gazon, tout va bien. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir inverser cette courbe-là, de se dire que on peut, en faisant quelques efforts, parce que finalement, si on arrive à prendre le pas, c'est pas si terrible que ça. C'est terrible quelques jours, mais si psychologiquement, on met ensuite dans la balance les bienfaits et qu'on les compare au finalement petit plaisir que cela représente, cette addiction, ce chemin de la récompense qui consiste à penser que parce qu'on fume, on a une récompense. Si on arrive à inverser ça, vous remarquerez que je parle au conditionnel. Il y a rien qui est donneur de leçon dans ce que je veux dire, parce que j'ai vraiment moins la conscience que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais si on y arrive, la récompense, elle est tellement incroyable pour avoir grandir ses enfants. C'est tellement prodigieux. Voilà. Donc, c'est la chance que moi j'ai eue. Justement, Patrice, est-ce qu'on peut revenir un petit peu au tout début, en fait, parce que je pense que la décision, elle est importante aussi. Du coup, ce soir de Nouvel An, en 2007, comment ça s'est passé, cette prise de conscience, cette décision d'arrêter de fumer? Je sais que c'était un ensemble de choses parce qu'on en a parlé ensemble. Il y avait, oui, l'annonce de la BPCO, le fait que votre fils avait 4 ans, je pense aussi à un projet professionnel. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment tout ça, l'annonce de la BPCO et comment... Alors, je vais le pitcher sans pathos, sans tristesse. Je suis très heureux de ma vie, j'ai pas de problème. Ça, c'est le préambule. Quand ma BPCO est déclarée en 2003, j'ai un enfant effectivement qui a 4 ans. Tout un univers s'effondre. En 2003, tout mon univers professionnel, social, explose. Donc, s'ensuit quelques années, 3-4 années de grande tristesse, pour pas dire avec pudeur, de grande dépression. Dans cette dépression-là, va s'ensuivre une accélération des addictions. C'est-à-dire que ma cigarette et ma cigarette me réconforte. Ma cigarette m'apaise, elle me parle, elle est gentille avec moi psychologiquement. Alors qu'en fait, ma cigarette, elle m'envoie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, en urgence plusieurs fois, entre 99 et 2003, et ma cigarette me tue en fait. C'est pas mon ami, c'est mon ennemi. C'est vraiment une ennemie. Et donc, sans rentrer en détail et sans du tout être Molière, j'écris une pièce de théâtre. Et je veux monter cette pièce de théâtre. Et j'ai un metteur en scène qui est américain qui me dit, vraiment ma motivation elle est là. Hein. Elle me dit, je vais monter ton truc. Je le redis, on n'a pas gagné de Molière. Hein. Je vais monter ta pièce de théâtre à une condition, il est hors de question que tu fumes pendant les répétitions. Et on va faire des heures et des heures et des heures de répétition. Donc si tu fumes, je te monte pas ta pièce. Et donc à ce moment-là, la motivation elle est vraiment extraordinairement forte. Parce qu'en fait, cette pièce de théâtre, elle représente ma nouvelle vie. Elle me réinclut dans un dispositif social. Je passe d'une solitude, ma cigarette et mon whisky, à une revie sociale
Et le prix de ma nouvelle vie sociale, c'est arrêter de fumer. Et j'ai tellement envie de redevenir vivant alors que je suis un mort-vivant que j'arrête de fumer. Un 31 décembre à minuit, puisqu'on commence les répétitions le 1er janvier, un 31 décembre à minuit, j'arrête de fumer et j'ai plus jamais fumé. Voilà. Mais après, je me le dis à mes miroirs fumeurs, je leur dis, mais c'est pas la première fois que j'y suis arrivé. Hein. Il a fallu des tas de fois où j'ai eu le courage de recommencer. Vous remarquez que j'emploie jamais le mot d'échec. Il a fallu des tas de fois où j'ai eu le courage de recommencer et où j'ai été merveilleux en cela, de recommencer, pour qu'un jour, la motivation, un mélange un peu bizarroïde de bithérapie entre la nicotine et la non-nicotine, et puis le fait que j'avais dit à mes enfants, je le dis aussi, si un jour papa il rentre à la maison et qu'il sent la menthe, c'est qu'il vous a menti. Vous posez même pas la question. Parce qu'un père, ça ne doit pas rentrer à la maison en sentant la menthe. Sinon, c'est que ça a fumé au coin de la rue. Donc, j'avais prévenu tous mes enfants et ça m'a remis d'aplomb. Et donc, c'était en 2007. Nous sommes en 2022 et donc ça fait 15 ans que j'ai arrêté de fumer grâce à une petite pièce de théâtre qui a été jouée quelques centaines de fois à Paris après quand même. Voilà, ça c'est la réalité. C'est mon histoire. Il y a eu la pièce de théâtre, il y a eu aussi beaucoup d'autres choses. Donc, en fait, c'est chacun sa motivation. Il y a eu le fait que j'ai eu peur de ne pas voir grandir mes enfants, c'est vrai. Qui avaient 4 ans à l'époque, enfin le plus jeune, qui avait 4 ans à l'époque, qui aujourd'hui est au Conservatoire national d'art dramatique et qui présente les concours pour entrer à la Comédie Française. Donc, il a fait du théâtre sur sa vie. Donc, il y avait la peur de ne pas voir grandir mon fils Paul. Il y avait la peur d'être battu par la cigarette. Et j'avais pas envie qu'elle gagne. Ça, c'est la vérité. Et puis, il y avait aussi à l'hôpital Saint-Louis, un soir, quand j'étais aux urgences, un soir, il y a eu j'avais ce qu'on appelle les moustaches, enfin l'oxygène, là, j'étais pas très bien. Et ce soir-là, une interne m'a dit, ce soir, on va te sauver, mais si tu n'arrêtes pas de fumer, personne ne te sauvera. Et ce jour-là, plus l'arrivée d'un de mes fils dans ma chambre, l'aîné, qui lorsqu'il m'a vu avec des tuyaux partout, s'est mis à pleurer, c'est des trucs très forts, très très forts. Donc tout ça, j'ai trouvé de la motivation. Au bout d'un moment, j'ai dit, maintenant, il faut arrêter de merder, il faut arrêter de penser que tu es éternel, il faut arrêter de penser que tu es plus malin que les autres, tu n'es pas plus malin que les autres, tu es à l'hôpital et tu as des gens qui te tiennent la main pour aller aux toilettes, parce que s'ils te tiennent pas la main, tu vas débrancher ton tuyau et tu vas mourir. Et donc, il y a eu, dans un laps de temps assez court, un nombre de feux qui sont passés vraiment de l'orange au rouge vif et qui m'ont fait dire il faut y aller, quoi. Voilà. Et tout ça derrière plusieurs tentatives précédentes. Et à un moment, ça a marché. Voilà. C'est ça mon parcours. Ouais, c'est très riche, hein, ce que tu dis là. En fait, on voit bien dans ce que tu exprimes que il y a vraiment plusieurs choses. Et il y a aussi cette volonté de revenir parmi les vivants. C'est ça. Parce que tu as dit à un moment, j'avais décidé d'arrêter d'être un mort-vivant. Et je crois qu'en fait, il y avait quelque chose de ton image qui s'était fortement abîmé avec ton diagnostic de BPCO et tu étais peut-être dans une spirale qui finalement continuait de descendre en consommant toujours plus de cigarettes parce que c'était peut-être le fait de consommer pour te, entre guillemets, avoir le sentiment de te relaxer là où tu étais stressé et là où tu avais perdu confiance en toi. Et on voit bien qu'il y a plusieurs ingrédients qui sont assez exceptionnels. Rencontrer ce metteur en scène, cette expérience avec l'interne, avec ton fils, c'est très touchant ce que tu dis là, en fait. Et on voit bien que tu as décidé de les prendre, ces événements. Tu aurais pu ne pas les prendre aussi. C'est ça. En fait, voilà. C'est-à-dire j'ai vu l'interne me sauver une nuit, j'ai vu le metteur en scène vouloir travailler avec moi, j'ai vu ça. Et au bout d'un moment, tout ça, j'allais le perdre juste parce que j'avais quelque chose qui m'amenait à la mort, qui était la cigarette. Je réponds, ça fait plusieurs fois que je vois sur le chat des gens qui demandent ce qu'est une BPCO. Donc, une BPCO, c'est une bronchopneumopathie chronique obstructrice. Globalement, en un mot commençant, c'est une inflammation des bronches, souvent liée au tabac, mais pas exclusivement, et qui fait que on arrive à rentrer de l'air dans la phase d'inspiration, mais on a beaucoup de mal parce que les tuyaux
des poumons sont des bronches sont rétrécies, on a plus de mal à l'expulser. Donc, on a beaucoup d'air vicié au fond de nous-mêmes. Et c'est un peu comme vivre avec un sac plastique au fond de la gorge en permanence. Et selon le niveau, on a plusieurs sacs plastiques. Moi, j'ai juste des petits sacs plastiques puisque je suis stade 2. Mais ça pose déjà pas mal de problèmes. Donc, BPCO égale bronchopneumopathie chronique obstructive. Je dis ça pour nos auditeurs qui fument. C'est le seul message que je voulais vraiment passer aujourd'hui. 4 critères, les amis, 4 critères. Si vous toussez tous les matins, si vous faites plus de 3 bronchites par hiver, si vous êtes essoufflé au bout de 2 étages parce que vous portez juste 2 kilos de course, et si vous fumez plus de 4 cigarettes, un conseil, arrêtez d'aller voir votre généraliste, allez voir un pneumologue tout de suite, faites un EFR et faites-vous détecter. Et si ce soir j'en sauve juste un là, dans ce que je vous dis, j'aurais fait le job. Allez vous faire juste un petit test chez un pneumologue d'EFR, parce que moi je toussais comme un con, je fumais comme un pompier, j'étais soigné par un généraliste que j'adore à Paris, qui me soignait tous les hivers pour mes 4 ou 5 bronchites, alors que si j'étais allé voir un pneumologue, il m'aurait fait un EFR, et en exactement 20 minutes de diagnostic, il aurait pu me dire, Patrice, tu es stade 1. Il m'aurait évité bien des pleurs. Et il y a certains gens que je vois les week-ends parce que je fais des événements pour les malades, qui sont stade 3 ou stade 4. Et pour eux, c'est pas qu'on peut rien. Pour eux, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc, tout, quinte de tout, essoufflement, 4 cigarettes ou plus par jour et des bronchites, allez voir un pneumo. Soraya, j'ai mon boulot. Non, mais exactement, en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des personnes qui assistent à ce webinaire qui n'ont peut-être pas la BPCO, mais du coup, c'est très important, effectivement, comme a dit Patrice. Ah ouais, c'est essentiel. La BPCO, c'est une maladie. Voilà, si jamais vous êtes fumeur, que vous avez plus de 40 ans et que vous avez ces symptômes, effectivement, d'aller consulter le pneumologue. On n'en parle pas assez de la BPCO, elle n'est pas assez connue et pourtant, elle est quand même la 3e cause de mortalité. 180 000 hospitalisations par an. Voilà. 30% qui repartent à l'hôpital dans les 3 semaines, c'est des chiffres importants, alors qu'il suffirait simplement d'une demi-heure. J'ai pas d'action chez les pneumologues, je le dis à tout le monde, chez un pneumo, et le mec il sait de suite s'il faut qu'il arrête. Et croyez-moi, quand on vous montre vos poumons, que vous êtes en cancérologie thoracique, ce qui était mon cas à Saint-Louis, et que vous pensez qu'on va vous annoncer un cancer du poumon, ça aussi, Giacomo, ça te calme, mais direct. Si tu as un cerveau, au bout d'un moment, tu dois quand même te dire, tiens, ça vaut peut-être le coup d'essayer, quoi. Voilà. Mais oui. Alors, on voit excuse-moi, Giacomo, mais je rebondis aussi juste pour répondre à toutes les personnes dans le chat. Je vois beaucoup de gens qui partagent leur expérience, notamment des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à arrêter, que ce soit la vapote, que ce soit 43 ans de tabac, je n'arrive pas. En fait, ne vous en faites pas, on va quand même garder un temps d'échange, je pense au moins 5 ou 10 minutes à la fin, pour vous répondre et répondre à ces questions. Et en tout cas, Patrice et Giacomo, n'hésitez pas à répondre aussi dans le chat quand vous voyez. Non, mais là, je vois Pascal, sur le chat, je vois Pascal qui dit « Bon, j'ai les 4 symptômes, je vais y aller. » Je pense que c'est une sage décision, Pascal. Une sage décision. Voilà. Parce qu'on vit avec une BPCO, mais si elle est diagnostiquée tôt, c'est mieux. Voilà. Exactement. Moi, si je dis des bêtises, c'est toi l'autorité médicale, je te laisse. Mais je crois que c'est la réalité, ce que je dis. En tout cas, oui, je pense que c'est toujours mieux d'aller consulter. On va avancer un petit peu parce que du coup, on a promis aussi une séance d'hypnose qui va pas tarder à arriver, que du coup, vous pourrez faire en direct avec Giacomo ici, mais aussi que vous pourrez du coup réécouter quand vous le voulez à la maison, parce que du coup, il y aura un replay pour ce webinaire. Mais juste avant ça, je voudrais juste parler d'un autre sujet qui est en fait le sentiment de relaxation qu'on peut ressentir quand on fume. Giacomo, peut-être tu peux nous en parler. En fait, souvent, je pense que Patrice l'a dit tout à l'heure, hein, souvent les fumeurs quand ils fument, c'est aussi parce que ça leur procure un sentiment de relaxation. Patrice disait la cigarette, avant je pensais que c'était mon ami jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'est mon ennemi. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette même sensation ailleurs quand on souhaite arrêter? Et justement, tu peux peut-être commencer par donner tes astuces. Et est-ce que l'hypnose, ça peut être une solution? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a passé tout le temps qu'on a passé à fumer à faire ce qu'on appelle en hypnose des ancrages. Donc,
effectivement, il y a déjà dans l'aspect relaxant, ce qui nous donne le sentiment d'être relaxé, en tout cas au début de la consommation de cigarettes, déjà c'est la nicotine, parce que bon, bah, c'est une drogue, hein, et elle produit un effet relaxant. Donc il y a déjà ça. Et après, il y a comment on associe cet effet relaxant à tous les petits moments d'une journée où on a besoin de relaxation. Et il y a même, on peut même évaluer que, par exemple, parfois, tu sais, on avait déjà parlé dans d'autres webinars, le stress et l'angoisse, en fait, ça provoque une saccade de la respiration. Et paradoxalement, quand on est stressé et donc on est en hypoxie, quand notre cerveau est en hypoxie et qu'on respire mal, eh bien, en fait, ce sentiment qui n'est qu'un sentiment de relaxation va faire que quand on va prendre des bouffées de cigarettes, eh bien, on va se remettre à respirer normalement. Tu vois, c'est ça qui est très bizarre. Ah, c'est intéressant. Ben oui. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose avec la respiration. Alors, en effet, l'hypnose peut casser ces ancrages-là, en tout cas les modifier, parce que c'est question de changer les systèmes de croyance. On voit bien comment Patrice a réussi à le faire, à modifier son système de croyance pour réussir à échouer, puisque… C'est ça. J'ai réussi dans l'échec. Voilà, ça. La réussite dans l'échec. Donc, on voit bien que tu vois, là, il y a une clé quand même dans ta façon de le présenter. Et puis aussi, bah oui, il y a les aspects très simples qui sont reprendre conscience qu'on a quand on est stressé et qu'on cherche de la relaxation. En fait, très souvent, c'est parce qu'on respire mal. Et ce n'est pas le fait de respirer de la fumée de cigarette qui va nous faire aller mieux. En réalité, c'est plutôt comment on peut essayer de respirer de l'air. Et puis, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire des fois avec des patients, notamment en cancérologie du poumon, c'est leur faire imaginer une cigarette et puis leur faire prendre des bouffées d'une cigarette imaginaire et en fait leur faire constater en fin d'exercice que l'effet est le même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est produit avec la respiration parce que leur cerveau était plus oxygéné et leur stress a diminué. Donc, il y a des petites choses à faire, en effet, comme ça, des petits exercices. Il y a aussi comment on se positionne par rapport à tout ça, par rapport à notre sentiment de liberté. Réfléchir à tout ça, plutôt que de penser déjà partir de base en croyant que c'est déjà un combat qui est perdu d'avance. Je pense qu'il vaut mieux cheminer, mettre le temps, comme dit Patrice, réussir à reprendre plein de fois avant de finalement réussir à échouer, de reprendre la cigarette. C'est peut-être finalement une bonne méthode. Oui, merci beaucoup Giacomo pour tout ce partage. Et juste avant justement de rentrer dans le vif du sujet et de partager une petite séance d'hypnose pour lutter contre les moments d'envie, Patrice, quelles sont les choses qui t'ont le plus aidé à arrêter de fumer? Je sais que aussi tu es membre très actif de plusieurs associations, dont l'association Santé Respiratoire France, qui est notre association partenaire sur Vic BPCO. Et sur cet événement, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement aidé? Et je pense notamment à l'entourage, parce que j'ai vu un commentaire d'une personne qui était proche de quelqu'un qui a la BPCO et qui est fumeuse et qui n'arrive pas à arrêter. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ces choses qui t'ont aidé, Patrice? Alors, d'abord, la maladie, elle ne rentre pas que chez le malade. La maladie, elle rentre dans tout l'entourage du malade. Donc, si on a un peu de conscience de notre collectif, c'est-à-dire de notre propre famille, on doit essayer d'être le plus apaisant possible. Parce qu'en fait, un malade, moi je parle de la BPCO, c'est ma pathologie. Un BPCO fait qu'il n'est pas seul à être BPCO. Moi, mes enfants, ils ont grandi avec un père BPCO, par exemple. Et donc, il faut au bout d'un moment aussi essayer de trouver dans son intériorité l'envie d'être le plus vaillant possible. Moi, je refuse l'idée de combattre. Combattre quoi que ce soit, pour moi, c'est presque perdu d'avance. Je pense qu'il vaut mieux être roseau que chêne. C'est-à-dire le roseau il plie mais il ne rompt pas, le chêne peut rompre. Donc, d'une manière générale,
alors là, tout ce que je dis ce soir, c'est le fruit d'une longue traversée du désert. Il ne faut pas croire que le matin où on m'a dit tiens valide, j'ai sauté au plafond. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Donc, en fait, ce qui s'est passé me concernant, c'est que j'ai eu très envie de ne pas me décevoir. Je l'ai pas fait pour les autres. Je l'ai fait par rapport au fait que j'ai tenu un jour. Je peux pas dire aux gens qui nous écoutent que le lendemain matin, je me suis levé et j'avais plus envie de fumer. C'est pas vrai. Je fumais 40 cigarettes par jour. Je me suis endormi obsédé par la cigarette. Je me suis réveillé obsédé par la cigarette. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais n'oublie pas qui tu as été, que de 0 à 20 ans, tu n'as jamais fumé et que tu étais très heureux. Ça, je suis arrivé à mettre de la distance. Je suis psychologiquement arrivé à compenser ça. Alors, bien évidemment, qu'on compense, me concernant, ça a été par plus de nourriture, en plus de... j'ai compensé. Mais mon combat, ma lutte, ou en tous les cas mon objectif, c'était la cigarette. J'avais pas 12 millions de priorités. C'était pas la cigarette, le régime, être bien. Non, j'avais une lucarne dans laquelle je pouvais concentrer mon énergie. C'était ça. Et c'était pas autre chose. Et moi, je suis arrivé comme ça. J'y suis arrivé en étant concentré et déterminé sur un objectif, éliminer de ma vie la cigarette. C'était mon seul objectif. Et je savais que derrière, j'allais peut-être, j'ai lu dans les commentaires, ouais, mais je m'arrête de fumer, mais je prends 6 kilos. C'est pas très grave, tu les perdras, les 6 kilos. Mais les poumons que tu vas perdre, ceux-là, tu les reprendras pas. Une question d'enjeu. C'est où est-ce qu'on met, non, mais c'est où est-ce qu'on met le curseur. Les poumons perdus, ils sont perdus. Mais les kilos pris, ils sont pas pris. Ils sont pris tant que tu les perds pas. Mais tu pourras toujours les perdre, dans l'absolu. Voilà. Après, je leur conseille pas de prendre 25 kilos non plus. Mais arriver à être assez simpliste, en fait. Pas faire une usine à gaz. Je veux arrêter de fumer. Je veux pas grossir. Je veux pas être nerveux. Non, il faut dire à ton entourage, vous allez dire 2 mois d'enfer parce que je vais être infernal. Aidez-moi. Voilà. Et si on n'a pas cet entourage-là, eh ben, il faut le faire différemment. Mais il ne faut pas faire une usine à gaz et vouloir tout réussir d'un coup. En tout cas, moi, ça a été ma méthode, et je le redis, je ne suis pas du tout un donneur de leçons, je m'en suis sorti comme ça. Toi, tu as été irascible pendant la période où tu étais vraiment en phase active d'arrêt? Pardon, Giacomo? Tu as été irascible, enfin, tu étais assez… Ouais, un tant qu'il est nerveux. Il fallait t'aller vivre dans une tour, alors. Ouais, je suis latin, d'origine latine, tu vois ce que je veux dire? Je suis du Sud. Ouais, il fallait pas trop me chercher à cette époque. Je démarrais un peu au quart de tour, si tu veux. Voilà. C'est vrai. Irascible. Mais finalement, peut-être 4 à 6 semaines. Oui, voilà. Et à l'échelle d'une vie, j'ai 65 ans aujourd'hui, à l'échelle d'une vie, quand tu penses que tu vas mourir à 44, c'est plutôt pas mal. Oui. Être irascible 6 semaines. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que 6 semaines dans une vie? Ouais. Oui, j'ai été un peu irascible certaines fois. Je pense que voilà. Tu préfères éviter d'en parler, tiens. Non, mais bon, c'est vrai que j'étais un peu nerveux. Par rapport à justement le fait que je crois que la cigarette, il y a une passion d'expert de santé respiratoire. Alors, Soraya, tu me demandais ce qui m'a beaucoup apporté. La rencontre avec cette association de santé respiratoire m'a beaucoup apporté. Parce qu'en fait, dans les pathologies chroniques, on est très souvent, en tous les cas, c'est vraiment les gens que je rencontre, on est isolés. Dans les pathologies chroniques, qu'elles soient respiratoires ou que les gens sortent de cancéro, très souvent, on a un phénomène de repli sur nous-mêmes. Et dans ce repli sur nous-mêmes, c'est encore plus violent de pouvoir s'en sortir. Ce qu'amène une structure comme santé respiratoire, en tout cas ce que ça m'a apporté à moi, mais ce que ça apporte à beaucoup de gens, donc Santé Respiratoire France, ça a amené déjà une meilleure compréhension de ma maladie, du cheminement de ma maladie. Et puis après, derrière, ça m'a amené aussi des informations sur mieux vivre avec. Et quelque part, c'est vrai que c'est une rencontre quand j'étais patient qui a été déterminante dans
ma façon d'être aujourd'hui. Je dois vraiment énormément à cette association-là, mais vraiment. Vraiment. Il y a quelque chose dans ce que tu dis là et dont on a discuté un tout petit peu avant le webinaire et je trouve que ce serait important d'en parler, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'en fait, la maladie, l'épreuve, toutes ces choses, c'est aussi des occasions d'apprendre. Oui, je suis assez d'accord. Et ce que je disais au début du webinaire, et je vais rebondir sur ce que tu dis, Giacomo, c'est que la vie, ce n'est pas un point A à un point C. Hein. C'est pas je nais, je meurs. La vie, c'est un parcours. Et dans ce parcours, on peut accepter l'idée que la maladie peut être un parcours initiatique pour faire autre chose. Bon, sans rentrer dans les détails, j'étais cadre dans plusieurs multinationales, je travaillais 16 ou 17 heures par jour, j'avais l'impression que la vie c'était que ça. Presque, tu es parisien, je crois, Giacomo, presque, je partais le matin. Je suis lillois, moi. Ah, Lillois, magnifique. Je connais bien Olivier Le Rouzic à Lille. Très bien, moi aussi. Ah oui, il suit tout ce que je fais, Olivier. Et en fait, j'avais une vie un peu débile. Et la maladie, au début, j'ai eu l'impression que je perdais le sens de ma vie. Mais j'ai un souvenir vraiment très fort, je le raconte souvent, ce souvenir-là. C'est au tout début de ma maladie, me mettre dans un champ de coquelicots pendant 1 mois et faire, avec un appareil numérique, 30 000 photos de coquelicots. Ce qui fait 1000 photos par jour. Alors, on ne les développait pas, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis passé du tout actif, du tout pressé, du tout stressé, du tout je vais conquérir le monde. En fait, on n'arrive à rien conquérir du tout, au tout contemplatif. C'est-à-dire que j'étais capable de me mettre sur une digue, il y a une petite digue près du Pont-Neuf sur la Seine, et de regarder passer des péniches en pleurant pendant 6 heures. Ça avait l'air dur à cette époque-là, mais en fait, j'adorais passer voir des péniches. Et donc, je pense que dans les maladies, on peut, pareil, on peut aussi essayer de trouver une autre façon d'être. Quelque part un signal de la vie qui dit si tu continues comme ça, tu vas passer de vie à trépas. Et si tu crois qu'aujourd'hui ta vie s'est arrêtée, tu te trompes parce que tu vas découvrir d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui dans ma maladie des rencontres humaines où je rencontre des malades dans des, on va dire, c'est des événements, mais c'est pas des événements, c'est des rencontres. Je les amène en balade photo, je les amène faire des cours de théâtre avec moi, je les amène faire du golf avec moi, et on parle, et on échange, et on est miroir, et on est entre nous, et on est bienveillant parce qu'on est. Et si aujourd'hui on me rend mes poumons, je dis bien tous mes poumons, mes 2 putains de paquets de cigarettes par jour et mon ancienne vie, j'en veux pas. J'en veux pas une demi-seconde. Laissez-moi BPCO. Oui. Laissez-moi avec 28% de VEMS, les BPCO comprendront. C'est ma capacité d'expulser l'air, plus que 28%. Mais ça ne m'empêche pas d'être un homme extrêmement heureux. Donc, oui, parfois, changer de prisme, changer de focus, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde. Et parfois, le nouveau monde, il est bien plus beau que celui qu'on croyait être le plus beau des mondes. Magnifique. C'est super ce que tu dis là. Magnifique. N'hésitez pas, du coup, si vous nous regardez et que ça vous a beaucoup inspiré ce qu'a dit Patrice, à partager aussi ce que peut-être la maladie vous a appris sur la vie, comment elle vous a fait changer. Et maintenant, je vous propose en fait, si jamais vous nous regardez, de vous installer bien confortablement. Voilà, mettez-vous à l'aise. Patrice et moi, on va éteindre nos caméras et on va laisser le micro à Giacomo qui va du coup partager une petite séance d'hypnose, courte séance d'hypnose. On se retrouvera juste après pour en discuter. Giacomo, je te laisse expliquer, mettre le contexte pour que les gens puissent bénéficier de cette séance. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. Alors, il s'agit là d'auto-hypnose, c'est-à-dire que je vais vous guider sur des pensées, des idées qui vont pouvoir vous aider maintenant, mais qui
aussi vous aider à chaque fois que vous repenserez à ce moment, à cette histoire que je vais vous raconter. Et c'est vrai que vous qui êtes là ce soir, eh bien, je l'ai vu dans les commentaires, pour vous, parfois, arrêter de fumer, ça peut vous paraître insurmontable, aussi insurmontable que le Mont Blanc serait infranchissable. Mais en assurant à votre inconscient que le changement est surmontable, cet exercice d'auto-hypnose peut vous aider à gravir des sommets. Je vais vous demander de fermer les yeux, si vous avez envie. Si vous voulez les laisser ouverts, vous pouvez les laisser ouverts. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer un paysan qui fauche un champ de blé, tout simplement. Vous le voyez, peut-être que la lumière est belle, que c'est grand soleil, peut-être que c'est un peu couvert, en tout cas, pour chacun, ce sera différent. Et ce paysan, il tient dans ses mains une faux qu'il a aiguisée au préalable pour couper ses épis de blé. Et à chaque fois qu'il abat sa faux, dans cette espèce de geste ancestral qu'on connaît tous, il coupe ses tiges de blé. Ce paysan, il pense que les hommes feront tout le temps comme ça. Tout le temps, ils vont couper le blé à sa façon, avec cette faux, ce geste ancestral. Et pourtant, ce paysan a un fils. Et le fils de ce paysan, lui, n'utilisera plus cette faux, mais une faucheuse mécanique qu'il conduira et qui lui permettra de faire les choses autrement. Le changement, ce n'est pas une maladie. Et son fils traversera le champ et coupera le blé comme le faisait son père, mais en beaucoup moins de temps. Les choses changent, c'est comme ça. Rien n'est totalement figé, rien n'est immobile. S'il n'y a qu'une seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Et je me doute bien que votre inconscient, qui, lui, a appris tant de choses, peut lui aussi changer. Vous avez décidé d'arrêter de fumer et de changer ces habitudes que vous aviez bien ancrées en vous depuis si longtemps, bien ancrées dans votre inconscient. Et vous êtes tout à fait capable de les prendre et de les mettre à l'extérieur, ces habitudes, les unes après les autres. C'est beaucoup plus une question de désir que de force ou de volonté. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une question de liberté. Imaginez maintenant, ne serait-ce qu'un tout petit instant, ce que pourrait être votre vie. Et même, j'irai plus jusqu'à dire ce que sera votre vie sans la cigarette. Quand très bientôt vous serez libéré de cette aliénation ancienne. Quand vous aurez arrêté de fumer et de vous violenter pour enrichir les producteurs de tabac. Imaginez des montagnes, comme un Mont Blanc infranchissable. Imaginez l'air pur qu'on peut y respirer, comme cette façon dont Patrice nous parlait des coquelicots tout à l'heure. Imaginez les odeurs de résine, les odeurs d'herbes fraîches qu'on peut peut-être y sentir. Imaginez bien comme vous laisser pénétrer par cette air pure peut vous faire du bien. Et sûrement, vous aurez compris que cette force vitale, c'est la respiration. Et aussi le plaisir de respirer ces odeurs parfumées. Au fur et à mesure que vous respirez ces odeurs de résine, ces odeurs de sapin, ces odeurs de fleurs,
tous ces goûts, tous ces parfums qui reviennent. Petit à petit, votre corps se retrouve totalement régénéré et propre jusqu'au fin fond de chacune de vos cellules. Et je vous propose de profiter encore un peu de ce moment où vous vous laissez vivre, pour reprendre les termes de Patrice tout à l'heure. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut aller à l'inverse de la speeditude de la vie, c'est le fait de se laisser vivre. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Prenez un petit peu de temps pour profiter de ça. Et quand vous voulez, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci beaucoup, Giacomo. Merci beaucoup, Giacomo. Donc, en fait, cette petite séance d'hypnose / méditation, à quel moment c'est le mieux de le faire si les personnes veulent refaire ça tranquillement plus tard? Est-ce qu'il y a un moment de la journée que tu proposes Moi, j'aime bien le moment où on va se coucher. mais ça peut être aussi dans des moments où, en fait, on peut se plonger dans cet exercice au moment où on a envie, où on sent qu'on va peut-être ne pas pouvoir résister. L'idée, c'est pas de résister, c'est de rediriger sa pensée vers autre chose. C'est ça, en fait, quand on préparait le webinaire, Giacomo, tu disais qu'en général, le moment où on a envie de fumer, ça dure que quelques secondes, et tu disais que si on arrivait pendant ces quelques secondes à occuper son attention vers autre chose, en fait, ça passait naturellement. Est-ce qu'il y a des petites choses pendant ces 30 secondes, tu disais ces 30 secondes à peu près, que du coup les gens peuvent faire? Alors oui, ils peuvent peut-être exister, parce qu'en fait je lisais un commentaire en même temps que celui de Eve, ils peuvent écouter l'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire pour en fait occuper ces 30 secondes? Bah oui, on peut par exemple si on consulte un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, ou un psychologue qui travaille avec les thérapies cognitivo-comportementales ou ce genre de choses, il va chercher à, avec vous, essayer de modifier les comportements et à faire une dérivation d'une certaine façon de ces comportements-là qui sont devenus presque des automatismes, des réflexes. Vous le savez, hein, vous qui êtes fumeur, et je peux vous l'avouer, moi aussi j'ai été fumeur dans le passé. Et je m'éterniserai pas là-dessus parce que mon histoire est moins intéressante que celle de Patrice, mais c'est toujours un peu une aventure d'arrêter. Et en effet, il y a quelque chose qui est très personnel et qui peut être, bah oui, vous savez, on peut se donner d'autres addictions pour écarter celle-là. Par exemple, on peut être addict à l'oxygène. Hein, on peut à un moment, comme je disais tout à l'heure, fumer une cigarette, finalement, ça nous fait reprendre des bouffées d'air, mais d'air vicié par la fumée du tabac. En fait, si on y réfléchit 5 minutes, on peut imaginer la cigarette et puis prendre des bouffées. Et en fait, à force de faire ça, bon, déjà, on peut se tourner à l'autodérision soi-même, mais aussi, d'une certaine façon, l'oxygène qu'on va inhaler pendant ce moment et qui va arriver à notre cerveau va nous donner les ressources dont notre cerveau a besoin pour finalement passer à autre chose, pour lutter contre une éventuelle angoisse ou un manque ou ce genre de choses. Et ça ne dure jamais très longtemps, ça peut durer 30 secondes, ça peut durer 1 minute, et puis après on passe à autre chose. Voilà, ça peut être un exercice simple comme ça peut être aller consulter un hypnothérapeute, pourquoi pas, pour essayer, parce qu'en fait, qu'on soit sensible ou non à l'hypnose, déjà on ne le sait pas trop tant qu'on n'a pas essayé. Ça vaut peut-être le coup d'essayer, d'aller voir quelqu'un, parce que peut-être qu'il peut nous guider sur une bonne voie pour nous aider. Ça peut être boire un verre d'eau pour devenir potomane plutôt que nicotinomane, ne serait-ce que pendant un temps, mais c'est vrai que c'est ce que disait Patrice tout à l'heure. L'idée, c'est pas trop s'en mettre sur la cocotte, quoi, on va dire. C'est pas de vouloir à la fois arrêter de fumer, être sympa, ne pas prendre de poids.
Non, c'est vrai que Patrice, son approche est très pragmatique. Je trouve ça très intéressant parce que oui, dans un premier temps, des poumons, on n'en a que 2. S'ils sont abîmés, on ne peut pas les récupérer. Alors que si on prend 5, allez, même 10 kilos, on peut toujours les perdre après. Alors, bah oui, c'est pas un conseil que je donnerais comme ça, comme le meilleur des conseils. Mais parfois, bah, arrêter de fumer, c'est grignoter un truc. Bon, si ça peut aider. Sachant qu'en fait, il ne faut pas aller vers 25-30 kilos non plus. Mais je pense que le bon sens de chacun, après, fera son affaire. Et puis voilà, quoi. C'est pour ça qu'au début, Giacomo, j'ai dit, chacun doit s'approprier sa propre méthode. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on peut effectivement raconter les uns les autres un certain nombre de vérités, mais après, les vérités ne sont pas toutes véritables partout. C'est-à-dire que chacun doit s'approprier un certain nombre d'infos et le ramener à sa propre personnalité et essayer. Je reviens souvent sur ce terme-là, mais oui, je crois qu'il faut être gentil avec soi. Ouais, bah, ça commence par ça. C'est ça. Faut pas être en gamme. Ça, c'est quelque chose d'assez universel finalement, parce que en sciences humaines, il y a ceci de très particulier qu'en fait, il y a 7 milliards de vérités, quoi, en gros, hein, aujourd'hui. Et donc, il y a autant de vérités que de gens. Donc, effectivement, chacun aura sa méthode, mais il y a des petites choses à comprendre, il y a quand même des invariants. Effectivement, le fait, comme tu dis, Patrice, d'être doux avec soi-même, d'arrêter de se maltraiter, etc., c'est une très bonne piste, hein, effectivement. Oui, puisque psychologiquement, on pense déjà que la cigarette est notre ami, ou tout au moins notre récompense. C'est une addiction. Et on fume par addiction parce qu'on croit qu'on y a droit. Donc tout dépend comment on est rentré dans le tabac. Mais si on est rentré dans le tabac avec des potes, avec sa première chérie, avec un moment d'adolescence joyeux, on va associer le tabac à ce moment-là. Et donc, on va l'associer à quelque chose qui est de l'ordre de la récompense. Donc, quand on décide d'arrêter de fumer, je pense que c'est qu'on prend la dimension qu'on n'a pas fait la bonne route. C'est pas vraiment un ami, mais c'est une ennemie. Mais on va quand même se priver de quelque chose qui, psychologiquement, pendant des années, on l'a considéré comme notre ami, la cigarette. Et on se prive du jour au lendemain, parce qu'on a décidé d'arrêter de fumer, de cet ami-là. Donc, c'est un acte qui est violent psychologiquement. Et si on se rajoute des couches et des couches et des couches à ça, c'est pas possible. Donc, il faut le prioriser comme un objectif de vie, de dire je veux vivre sans tabac, mais il faut être gentil avec soi-même. Je voulais juste rajouter une petite chose à ce que tu dis là, Patrice, parce que ça me semble important pour alimenter la motivation. C'est aussi que quand même, si on a fait cet amalgame de la liberté qui en fait est une aliénation, hein, ce plaisir qui en fait est un déplaisir, c'est aussi parce que des gens ont travaillé à ça au XXe siècle pour nous vendre des cigarettes. Et ce sont des gens qui travaillent dans le marketing et qui ont vraiment les ficelles, comme Edward Bernays, hein, par exemple, je t'en avais déjà parlé, Soraya. Oui, Edward je pense que tu peux rappeler qui il est, c'est intéressant. Bah, c'est très intéressant, justement. Peut-être que ça pourra aider les personnes qui sont motivées à arrêter, parce que finalement, quand on sait ça, on y pense différemment. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Edward Bernays, c'était le neveu de Sigmund Freud, pour la petite histoire. Et c'est quelqu'un qui a travaillé dans le marketing aux États-Unis, notamment chez McKinsey, pendant très longtemps. Et qui a travaillé dans les années 60 pour les cigarettiers, pour des cigarettiers techniques. C'est lui aussi qui a travaillé dans les années 30, par exemple, pour faire passer l'idée aux États-Unis que le petit déjeuner à base de bacon et de brouillé, c'était très bon pour la santé. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on a autant d'obèses aux États-Unis, c'est aussi pour ça. C'est pas très, très équilibré en fin de compte. Mais à l'époque, faire la promotion de ça, c'est ce qui a permis aux éleveurs de porc de vendre du lard. Bon. Quelques années plus tard, il a sévi à nouveau pour les cigarettiers, parce qu'il a été très bien payé pour le faire. Et c'est ce moment. Alors, moi, en hypnose, j'ai été formé à ces techniques de manipulation de masse, hein, qui se font par la publicité, la communication, etc. C'était ce fameux moment aussi où on a répandu la cigarette dans la population féminine, avec cette idée de liberté, d'émancipation,
alors je ne vous fais pas de dessin, mais c'était quand même les pubs à l'époque, c'était des femmes qui étaient à cheval sur des cigarettes géantes Lucky Strike. Et donc, ça agit un petit peu sur une forme d'inconscient collectif. Et puis, moi, je me rappelle que finalement, ma première cigarette, c'était un petit peu pour ces raisons-là que je l'ai allumée aussi. C'était pour une envie d'émancipation. Mais en fait, c'est juste parce qu'on a associé l'idée de l'émancipation à une tige de tabac comme ça, qu'on y a cru pendant des années. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste se déconditionner de ce à quoi on a été conditionné pendant quasiment toute la seconde partie du XXe siècle. D'ailleurs, il y a eu quelques problèmes pour les cigarettiers quand le cow-boy Marlboro est décédé d'un cancer. Parce qu'il a fallu continuer à mentir comme ça. Il y avait même à l'époque des médecins qui disaient aux femmes enceintes que la cigarette, c'était bon pour la santé. Donc, vous imaginez? C'était vraiment… après, heureusement, il y a eu quand même quelques recherches qui ont été initiées. Mais je vous conseille un livre aussi de Edward Bernays pour mieux comprendre comment il a manipulé les foules au XXe siècle, qui s'appelle Propaganda. Ouais. Et c'est très intéressant parce que finalement, lui, il ne s'en rend même pas compte qu'il fait ça. On lui demande de le faire, c'est son boulot, il le fait. Mais quand même, je pense que si autant de gens se sont mis à fumer, c'est un petit peu à cause de lui. Du coup, c'est hyper intéressant, moi je trouve, Giacomo, aussi juste comprendre les mécanismes de la manipulation, comprendre aussi qu'effectivement, c'est pas, si on en est là aussi, c'est pas uniquement, entre guillemets, parce qu'on le souhaite, c'est quand même aussi, j'ai envie de dire, de la manipulation, encore une fois. Oui. Donc, si je veux résumer un peu, on a dit beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui, mais si je veux résumer, en gros, tout ce qu'on a dit, les étapes pour réussir à se libérer du tabac, donc bien sûr, bien s'informer, en fait. Vraiment, l'information, c'est clé dans ce genre de situation, que ce soit à travers VIC, BPCO, bien sûr, qui peut aider, à travers des associations comme Santé Respiratoire France, à travers des ouvrages, des livres, des applications aussi du gouvernement qui sont là, donc bien s'informer. Être gentil avec soi-même, donc effectivement, comme disait Patrice, peut-être ne pas se fixer 800 objectifs d'un coup, mais savoir mettre les priorités et se dire que, oui, surtout quand on a une BPCO, la priorité, c'est peut-être ici le tabac. Bien s'entourer aussi, je pense qu'on peut dire, bien s'entourer, ne pas rester seul. C'est dur de rester seul, que ce soit quand on est fumeur ou quand on a une BPCO ou les deux. Et encore une fois, on souligne le rôle des associations et aussi des professionnels de santé. N'hésitez pas à aller voir un médecin, un psychologue, un thérapeute. Il y a aujourd'hui beaucoup de thérapies qui existent, dans VIC, on en parle, de toutes les thérapies qui existent pour aider les personnes à arrêter ou de fumer ou se libérer du tabac. Et il y a une chose aussi dont on n'a pas encore parlé, et Patrice, cette question, elle est pour toi, qui peut beaucoup aider. C'est aussi, quand on a la BPCO, la pratique d'une activité physique adaptée. Oui. Je sais que ça t'a beaucoup aidé, notamment à travers le golf. Est-ce que tu veux parler de ton cas personnel, du golf, et aussi des événements que tu organises? Je pense que ça peut intéresser peut-être des patients. Eh bien, oui. Alors, d'abord, effectivement, je pense que le meilleur médicament, quelle que soit la pathologie chronique, le plus absolu médicament, on le possède en nous, c'est nous. C'est notre capacité à avoir une activité cardiovasculaire adaptée. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique. Le sport, il y a toujours une connotation de performance, de tenir un temps, de faire un match de tennis. Alors qu'une activité physique, il y a juste une notion d'être actif. Et moi, je pense que dans nos pathologies, et notamment dans le moment de l'arrêt du tabac, le fait d'aller brûler de l'énergie et à la limite se passer ses nerfs dans une activité physique, ça ne peut être que bénéfique. Alors, effectivement, moi, dans un premier temps, j'ai fait un sport que je pratiquais quand j'étais jeune, qui était le golf. Alors, il y a une connotation très sport de riche et compagnie. Donc, je le dis tout de suite, je joue dans un club ici en Provence où ça me coûte 150 € par an, c'est-à-dire 50 centimes par jour pour jouer au golf. Alors qu'on ne vienne pas me dire
que ça coûte cher parce que moi, j'ai acheté 20 € de Marlboro par jour. OK? Donc, 50 centimes pour vivre, c'est de la rigolade. Et souvent, je dis d'ailleurs aux fumeurs qui se posent la question de savoir combien ça vaut, est-ce que c'est remboursé, pas remboursé, c'est combien une séance de ça ou de ça ou de ça. Réfléchissez aussi à combien vous dépensez par mois pour les cigarettes et probablement en souffrir. Et posez-vous la question de savoir si cet argent-là serait pas mieux placé dans des choses qui vous aident à vivre. Donc, le golf était mon sport de prédilection pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'au golf, on peut jouer tout seul. On a besoin de personne. La deuxième raison, c'est qu'on joue au golf sur de la chlorophylle, sur de l'herbe, dans des lieux un petit peu privilégiés, y compris dans des golfs urbains maintenant qui sont très, très, très bien conçus pour ça. Et la troisième chose, c'est que c'est un sport de vieux. Et que quand on est BPCO, c'est pas du squash, c'est pas monter le col du Galibier en vélo. Donc c'est une activité qui est extrêmement ludique et surtout qui en termes d'activité cardiovasculaire est extrêmement adaptée à tous les niveaux. Si quelqu'un est trentenaire et qui court comme un lapin, ben il va faire le parcours en 2h45 ou en 3h. Moi, je cours pas comme un lapin et j'ai pas les poumons d'un chamois, donc je vais peut-être faire mon parcours de golf en 4h30 ou en 5h. Mais ça, c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je fais un parcours de golf. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis capable de faire 8 km, 10 km, 12 km, même 2 fois dans la journée s'il faut. Aujourd'hui. Mais quand j'ai démarré le golf, au début de ma maladie, au début de ma pathologie, je faisais un demi-trou ou même un seul trou. Et puis, je rencontrais un petit papy comme moi et on faisait un trou ensemble. Donc, ça recréait du lien social. Et au début, ça a été mon expérience. Et puis un jour, je suis allé raconter ça au Sénat pendant la semaine des maladies respiratoires. Et est né un projet qui a été alors, faire un tour de France, c'est un mot qui est très fort parce que je passe dans une dizaine de villes en France. J'étais à Lille, Giacomo, la semaine dernière. J'ai fait une journée à Lille, au Sar, à Villeneuve-d'Ascq, et une journée à Béthune. Donc, ce sont des événements que je monte, qui sont entièrement gratuits pour les patients et leurs accompagnants. Et le prétexte, c'est le golf. Donc, on donne une petite initiation golfique. Mais par exemple, quand j'étais à Béthune, c'est bien connu, le temps du Nord-Pas-de-Calais, comme il faisait un grand soleil, on a dû partir du golf parce que on avait trop chaud. Et on trop chaud, oui, bien sûr. Et on est allé se réfugier au Louvre à Lens, au musée du Louvre à Lens, où on a fait une séance de balade photo. Parce que au début, on a démarré avec le golf, maintenant je fais des balades photos avec des patients, et je fais des ateliers théâtre où on fait bouger les gens, on leur fait avoir une activité physique, tout ça dans un univers très ludique, très joyeux, et tout ça pour qu'on puisse se raconter, qu'on puisse se dire, tiens, il y a un futur, tiens, il y a un mieux vivre avec, tiens, il y a un lendemain, voilà. Donc, et santé respiratoire contribue largement à ce genre d'organisation. Voilà. Alors il y a une tournée. Le prochain événement maintenant, ça va être à Lyon le 3 juillet. Ensuite, on ira à Vittel et à Metz au mois d'août. Voilà. Donc on a plusieurs étapes et plusieurs types d'actions qui sont le golf. C'est le prétexte. On est bien. Les clubs de golf nous reçoivent avec bonheur. On fait découvrir le golf aux gens. Ensuite, il y a les autres actions qui sont la photo. Mais je crois véritablement que être actif, c'est à tous les niveaux. Déjà, ne serait-ce qu'à un niveau psychologique, un grand bienfait, une grande vertu, et actif dans quelque chose qui est pas traumatisant, c'est-à-dire en activité physique adaptée, ça n'apporte que du bienfait. Alors, je suis pas tout bide, mais en termes de bien-être, Giacomo pourra le confirmer, ça apporte vraiment un bien-être et psychologique et physique aux gens qui veulent arrêter se sevrer pour le tabac. Il y a quelque chose de très particulier au golf. En plus, c'est un petit peu comme dans le tir de précision, même si ça n'a pas l'air d'y ressembler, mais il y a quelque chose d'une maîtrise de soi, je crois aussi. Et qui est plus. Ça de cible, Giacomo. Et bien évidemment, il y a à la fois une maîtrise de soi et à la fois un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être très aussi. Comment tu te sers de ton corps pour envoyer ta balle vers ton objectif. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose de très fort en fait dans ça, je trouve. Et je comprends. C'est amusant parce que moi j'ai des amis qui font du golf aussi et c'est dans ces termes-là qu'ils m'en parlent et ils essayent de m'y emmener et je crois qu'un jour je vais t'inviter à Lille comme j'invite tous les gens. Mais oui, parce qu'en fait l'idée c'est vraiment d'arrêter de désacraliser le golf comme le sport
Non, mais rien du tout. Moi, mon père était taxier, ma mère, elle vendait des patates, j'en suis très fier, j'ai zéro problème avec ça. Surtout que les patates dans le Nord, c'est délicieux. Hein. Oui, absolument. Je ne peux plus. Donc, voilà, non, ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a des tas de chaînes qui font qu'on peut jouer au golf pour 25 €, 30 € par mois. Oui, bien sûr. Voilà, pareil, je ne suis pas promoteur de golf. Je dis simplement qu'il y a ce cliché, on est français, donc il y a des idées reçues. Voilà. Donc, comme j'aime les passions et comme on est très actif et que, comme vous l'avez tous très bien compris, je suis très pragmatique. Et comme j'en avais assez d'expliquer que le golf, c'était pour tout le monde, maintenant, j'amène les gens qui ont des balades photos. C'est la même chose que le golf, mais sans le golf, on marche, on est actif, on est gentil avec nous-mêmes, on se fait du bien, on se raconte, on crée du lien. C'est très important. Je le dis aux gens qui nous écoutent, j'ai vu tout à l'heure passer un message, c'est bien d'être entouré. Alors, oui, je pense que comme on parle du tabac, c'est bien quand on arrête de fumer, d'éviter, même si on a des tas de clopes qu'on aime, des tas de soirées sympas qu'on aime, si ça clope à mort, je vous conseille pendant quelques semaines de les éviter. Vous les aimez, ils savent que vous les aimez, vous leur dites simplement à vos potes, à votre entourage de gros fumeurs, les gars, pendant 4 semaines, je fais un effort. Et après, vous verrez quand vous retournerez dans 6 mois ou dans 1 an avec eux, ça vous amusera de les voir aussi dépendant de la cigarette alors que vous aurez gagné. Et puis, ça ne vous fera pas le même effet. Moi, je vous assure que 15 ans plus tard, quand des gens fument à côté de moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Je suis d'un naturel tolérant. Que même à la limite, l'odeur de la cigarette, ça peut quelque part ne pas me déplaire, sincèrement, mais je ne me sens pas du tout concerné. Donc, pour ça que je pense que j'ai une vraie distance. Mais au début, je vous conseille vraiment d'éviter ces lieux-là et d'être actif, de faire du sport. Voilà, Soraya, c'est ce que je voulais dire sur le golf. Et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. Je veux juste aussi faire un merci particulier à Agnès qui nous regarde et qui est une patiente BPCO, fumeuse passive, qui n'était pas fumeuse et dont on va bientôt découvrir le témoignage en vidéo sur l'application Vic BPCO justement. Agnès, toutes ces informations que tu partages dans le chat, je pense qu'elles sont très précieuses et je pense que tout le monde a hâte de découvrir le témoignage. Patrice, un grand merci pour ce partage sur le golf. Mais merci à toi, Soraya. Je souhaite à tous les gens qui nous ont écoutés ce soir et qui partageront notre webinaire d'avoir cette extrême de grande fierté, Giacomo va comprendre, 15 ans plus tard, de participer à la journée mondiale anti-tabac et de dire très modestement, pour le moment, elle m'a pas eu, quoi. Pour le moment, le tabac m'a pas eu. C'est un grand bonheur ce matin quand je me suis levé, que je savais qu'on avait notre rendez-vous ce soir. J'ai dit, waouh, la chance. Waouh, la chance. 15 ans plus tard, c'est toi qui vas parler et dire aux gens, j'ai arrêté de fumer. Et il y a 15 ans, j'étais de l'autre côté de l'écran et j'aurais peut-être dit, oh, c'est dur, oh, comment on va faire pour y arriver. On y arrive, les gars. Vraiment, on y arrive juste step by step, déterminé et en sachant exactement ce qu'on veut. Dernier point, ce qu'il y a de très beau chez les enfants, chez les nourrissons, c'est que quand ils ont faim, ils ont vraiment faim. Quand ils ont sommeil, ils ont vraiment sommeil. Et quand ils ont le cucu sale, ils ont vraiment le cucu sale. Et dans ces 3 choses qui savent vraiment, en termes de détermination, ils savent nous l'expliquer. Même s'ils n'ont aucun mot, ils savent nous l'expliquer. Et ce que je dis à tous les gens qui nous écoutent ce soir, soyez déterminés. Aimez-vous et soyez déterminés. Il ne faut pas dire « j'aimerais arrêter de fumer ». Il faut dire « je vais arrêter de fumer ». Et si la fois d'après on recommence avec la même phrase, c'est pas grave. Je vais arrêter de fumer. Il faut être déterminé parce que la cigarette, c'est de la saloperie. Et elle est déterminée. Et les compagnies tabac, ils sont déterminés à nous tuer doucement. C'est ça. Il faut arrêter de les engraisser. Hein. Ouais, c'est tout. Donc, soyez déterminés. Voilà. Et si vous voulez venir jouer au golf, vous m'appelez. Je vous invite. Merci, Soraya. C'était que du plaisir. Envoie-moi ton numéro. Merci, Patrick. Salut, Giacomo. Mais demande à Olivier. Je connais tous les pneumos. Je travaille avec Jean-Marie Grosbois à Lille. Ils me connaissent. Ah, génial. Je vais leur parler de toi alors. Ouais, tu peux leur parler de moi, il n'y a pas de problème. Giacomo, est-ce qu'il y a un message pour ce mot de la fin, un message à faire passer
aux patients et même aux personnes qui souhaitent tout simplement se libérer du tabac? Je ne sais pas si je serais aussi percutant que Patrice, mais dans le même mouvement, en effet, je pense que très très brièvement, je pense que c'est vraiment, quand on a été fumeur un jour, le plus beau cadeau qu'on peut vraiment se faire, c'est vraiment d'en finir avec ça, quoi. Voilà, c'est vraiment si on a un peu d'amour propre, si on a un petit peu d'amour pour soi, etc., je pense qu'effectivement, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est ça, c'est d'arrêter. Et juste d'accord, c'est un très beau cadeau de la vie. J'ai vu grandir Paul, mon fils de 4 ans, et je suis devenu grand-père. C'est extraordinaire. Waouh. T'es grand-père, toi, tu les fais pas, hein? Ouais, je suis grand-père. Comment on dit en Pologne, je suis un papé, j'adore ça. Ah oui, bah oui, là où tu habites, il peut y avoir droit. Ouais, c'est génial, je trouve ça génial. Voilà. Patrice, juste avant de terminer, j'aimerais juste, est-ce que tu souhaites partager ce qu'a dit ton pneumologue au mois d'avril, avant qu'on termine, ce que tu as dit ton pneumologue au mois d'avril? C'est quand même assez… il m'a dit que j'allais pas mourir d'une maladie respiratoire. C'est ça qu'il m'a dit. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce au système de santé français qui est fantastique. C'est grâce à la solidarité des gens. C'est grâce un peu à moi aussi. C'est grâce à beaucoup de choses, mais c'est grâce au fait qu'on a la chance de pouvoir communiquer, d'être ensemble. Tout se bâtit ensemble. Je le pense vraiment. C'est grâce à des choses comme tu fais, Soraya, ce soir. C'est grâce à ce que fait Santé Respiratoire. Nous, après, on emboîte, mais c'est grâce à ce qu'ont fait les gens avant nous. J'ai vu passer sur le chat un monsieur qui s'appelle Michel Vicaire, qui est quelqu'un qui a longtemps œuvré pour la fédération, pour la FFAIR, qui aujourd'hui préside une association de patients dans l'Est de la France, et que je verrai sans doute cet été à Vittel, puisque chaque année on monte une petite opération avec son association. C'est grâce à tous ces gens-là qu'un jour on les croise, et ces gens-là ils allument une petite lumière, et nous on doit derrière à la fois prendre cette lumière qu'ils nous donnent, et puis aussi on doit renvoyer, c'est-à-dire que au bout d'un moment, la vie, c'est pas que de demander des choses. Donc voilà, c'est grâce à vous. La vie est belle. Mais vraiment, la vie est belle. Surtout sans tabac. Elle est super belle. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, Giacomo. Vraiment, vous avez été formidables. Merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat et qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais ne vous en faites pas parce qu'il y a beaucoup de réponses sur l'application Vic BPCO. Il y a beaucoup de réponses aussi auprès des associations. Et puis, voilà, entre guillemets, ce n'est qu'un webinaire. Il y a beaucoup de contenu à venir, je tiens à le dire, pour les proches, des articles pour aider les proches à aider son proche à arrêter de fumer, des vidéos, comme j'ai dit, avec le témoignage d'Agnès, beaucoup de contenu à venir. Ce n'est que le début. Et puis, bon courage à tous. Bravo d'avoir au moins assisté à ce webinaire et d'avoir fait voilà, toutes ces tentatives pour arrêter de fumer. Et voilà, un grand merci à tous et à bientôt, j'espère. Salut à tous. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Merci beaucoup. Salut Giacomo, on se voit à Lille. Au plaisir. Bonne soirée à tous. Tu m'apprendras à swinguer. Au revoir. Volontiers. Salut. Salut.